Équipe 2, Code de finances, niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation se situe entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, c'est Grégory Pellissier. Je travaille chez EY en audit des systèmes informatiques, donc plus l'audit TI. Bonjour, moi c'est Zachary Gauthier, je travaille chez Raymond Chabot Grant Thornton, je suis analyste en évaluation d'entreprise. Bonjour, Mathieu Bertillon, je travaille à la Banque de développement en tant que directeur de compte au financement. Puis dans le cadre du cas, nous serons tous WAD. Bonjour, moi c'est Simon Pistier. Bonjour, moi c'est Laurence Simard. Et moi c'est Julien Dubé. Donc on va commencer tout de suite, sans plus tarder. Alors, on a résumé un peu ce que c'était ce projet-là, puis on a mis les points en avant, en quelque sorte, avec le fait que vous, monsieur Watt, vous aimez le hockey, puis on pense que c'est un facteur que vous devez prendre en compte dans votre investissement. Parce que placer dans des actions ou placer dans une passion, c'est pas la même chose. Donc, comme je viens de le dire, c'est investir dans une passion. Votre investissement aussi, plutôt que de placer dans des actions, c'est promouvoir le hockey dans la région, parce que vous êtes un fan de hockey. Donc on pense que c'est quand même important de dynamiser la région grâce à votre investissement. Puis l'autre chose, c'est s'impliquer dans la communauté. On a pensé à des actions que votre investissement pourrait potentiellement amener, puis on va vous les expliquer. Puis ça, je pense, c'est un des gros facteurs qu'il faut prendre en compte à la fin dans votre décision. On va regarder le point de vue financier, mais on va prendre aussi ces choses-là en compte. Donc on a commencé par analyser un petit peu les ventes antérieures selon les chiffres qu'on a mis, que vous aviez donnés dans vos bilans. Les ventes annuelles, en haut à gauche, tiennent pas compte des billets hors série. Pourquoi? Parce qu'on ne l'avait pas pour le reste des ligues majeures. Donc on a préféré ne pas le prendre en compte aussi dans les ventes. Donc on voit en bleu, c'est les ventes annuelles de billets pour Vancouver, et en rouge, c'est le reste on a appelé ça le marché des ligues juniors. Donc on voit qu'il y a quand même une croissance des billets, puis après ça descend en 2016. Et pour le marché de la Ligue junior, c'est un peu plus ambigu, c'est moins facile à suivre la tendance. Quand on le met en pourcentage, en fait, la croissance annuelle, on voit que le pourcentage d'augmentation, il diminue, puis même qu'à la fin, il devient négatif. Parce que forcément, c'est ce qu'on repère, c'est que les ventes descendent en 2016. Et puis pour le marché, par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de voir la tendance parce que c'est assez sinusoïdal, excusez-moi. Donc ce qu'on en conclut un petit peu par rapport à ça, c'est qu'on se souvient qu'en 2010, il y a eu les JO à Vancouver, puis on a l'impression que ça a donné un pic, ça a donné une petite tendance à l'augmentation, mais finalement là on est plus vers une baisse et un retour à la normale en quelque sorte, au bout de 5-6 ans. Donc pour les chiffres qu'on va présenter plus tard, on imagine que le nombre de ventes va continuer à diminuer jusqu'à retrouver son seuil qu'il avait avant 2010 en quelque sorte, parce que la dynamique va s'enlever un petit peu. Là, je vais passer aux états financiers. Dans le fond, on a analysé un petit peu sur plusieurs années, donc de 2016 à environ 2030. Et je vous ai présenté ici seulement en 2016 et 2017 selon nos chiffres projetés. Donc ici, on a les ventes, premièrement, les ventes de loges et billets. On a tenu compte, justement, comme Julien l'a dit, qu'on n'allait pas en série. Puis aussi le nombre d'événements, on avait environ 68 événements. Donc en divisant en deux, on a environ 34 événements à domicile. Mais on a pris le 34, mais hors série, donc on a enlevé à peu près 4 événements. Donc on a environ une trentaine de matchs, d'événements dans le fond qui rentrent en ligne de compte dans ce calcul-là. Pour le stationnement, justement, on n'a pas tenu compte
dans le fond, c'est hors série, si je pourrais dire, et ensuite aussi le nombre d'événements. On n'a pas tenu compte non plus que le tarif de stationnement il était seulement de 15 $. Dans le fond, nous, on suggère 10 $, honnêtement. Le tarif de stationnement il est à 5 $, on l'a laissé fixe, puis le nombre de places vendues, on a toujours imaginé qu'il était à 1500 places constant en fait, c'est ça que vous voulez dire. Nourriture et cancer aussi, on a, dans le cas, on pouvait lire que les chiffres allaient diminuer. En fond, les cancers allaient beaucoup moins rapporter que présentement en 2016 ou en 2015 dans les années antérieures. Ça, on en a tenu compte dans nos calculs. Puis aussi pour les charges, il y avait une inflation de 2%. Vous pouvez voir, dans le fond, le total des charges, c'est environ 2,9 millions. Si on tient compte de l'inflation, on se situe à peu près 50 000 de plus sur l'inflation. Puis même également là aussi pour les charges, on est vraiment allé dans le pire des scénarios, parce que ces charges aussi pour son entretien et réparation là, allaient être le plus élevé. Là, tout ce qu'on va vous présenter en fait d'extrait des états financiers va être dans le pire des scénarios, pouvoir bien comparer si ça va devoir tout de même rentable à ce moment-là également. Puis pour ce qui est de l'impôt, selon nos calculs, ça serait environ 25%, fait qu'on l'a projeté sur toutes nos années. Fait que ici, en 2017, pour le résultat net, on projette à peu près 1,6 million de revenus. La dernière chose, est-ce que tu vois juste la dernière chose qu'on a dit, j'en ai parlé juste avant, qu'on prévoyait une tendance à la baisse de l'affluence dans les arénas. Dans le calcul, il est pris en compte et on a fait une baisse d'à peu près 1% annuellement pendant les 5 prochaines années. Puis après ces 5 prochaines années, un retour à la normale. Parce qu'on a, entre 2010 et 2015, on a eu une croissance. On imagine qu'entre 2016 et 2020, on va descendre à peu près d'1%, puis après un retour à la normale constant. Ce qui met en pratique en quelque sorte ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et comme le dit Simon tantôt, dans le fond, on a imaginé le pire des scénarios. Fait qu'on a imaginé que les parties en série éliminatoire, on les a mis à 0. Donc dans le cas que, par exemple, l'équipe irait bien, irait en finale, on ajouterait environ 10 parties, ce qui augmenterait nettement les revenus de l'entreprise. Aussi, les frais d'entretien et réparation, on projetait dans le futur environ 175 000 et 300 000. Nous, on a décidé de mettre 300 000 comme ça. Si jamais on a des frais un peu moins, ben, nos revenus vont être augmentés à tous les années. Aussi, comme les revenus liés au stationnement, justement, ils sont 5 $, mais nous, on va vous présenter tantôt une recommandation. On suggérait d'augmenter ce revenu-là. Donc, si on augmente, par exemple, notre revenu, il est 5 $ par stationnement, on l'augmente à 7 $, nos revenus vont être augmentés. Et justement, notre projet va être de plus en plus rentable facilement. Au lieu de prendre 10 ans, on pourrait suggérer un peu moins de temps. Puis c'est ça, donc maintenant, comme on vous l'expliquait, on a fait nos prévisions sur plusieurs années. À ce moment-là, on a vraiment ramené nos flux monétaires à l'instant présent pour savoir à quelle instance est capable vraiment de rembourser, de rentrer notre argent en fait avec le 10 millions. Puis ça qu'on a trouvé, en fait, c'est en 2030, là, où ce que vraiment les flux monétaires accumulés vont nous permettre d'être rentables à ce moment-là. Puis vraiment aussi d'avoir le niveau de rentabilité de votre portefeuille de 10%. Donc, pour ce que Simon veut dire, c'est qu'en 2030, puis ça va nous permettre, on va rembourser les 10 millions qu'on avait mis initialement, et à chaque année, pendant ce temps-là, on allait avoir fait notre 10% de revenus par année. Excusez-nous pour la présentation du tableau. C'est pas forcément très clair. C'est l'idée à la dernière minute qu'on a eu, qu'on a ajouté. On va expliquer un peu mieux. Je vais faire un petit graphique assez rapidement. Donc, la première ligne, c'est si vous placez votre 10 millions en action aujourd'hui. Donc, ça va vous faire 10% pendant un certain nombre d'années. Puis, grossièrement, ça va faire quelque chose comme ça. Si par contre, vous investissez votre 10 millions plutôt dans le Vancouver Jazz, avec tous les facteurs qu'on a dit, donc sans série éliminatoire, sans augmentation du stationnement, avec une baisse de fréquentation dans les arénas, on a un graphe, on aurait une courbe qui ferait à peu près ça. C'est-à-dire que durant les 3 prochaines années à peu près, on aurait quelque chose de plus rentable, ou similairement rentable. Puis après, on serait légèrement en dessous en pourcentage. On n'aurait pas exactement le 10% que vous pouvez faire avec vos actions, mais par contre, on aurait quelque chose
qui aurait quand même une très belle allure. Ce qu'il y a à prendre là-dedans, comme je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas les séries, il n'y a pas tous les facteurs qu'on a expliqués à la première diapositive, notamment que vous voulez peut-être, rendu à la retraite, plutôt investir dans quelque chose qui vous tient à cœur, plutôt que investir dans quelque chose qui fait juste rapporter. Parce que le projet, ok, Vancouver Jazz, il rapporte potentiellement un peu moins. Probablement, avec des séries et tout ça, on pourra arriver aux 10%. Mais par contre, vous faites quelque chose qui vous plaît, plutôt que d'investir seulement dans des actions dans l'entreprise. Puis c'est vraiment qu'à partir de ce constat-là qu'on a vraiment décidé que l'investissement, finalement, valait quand même la peine, là, puis qu'on pouvait quand même le considérer, puis d'acheter l'équipe à ce moment-là. Ouais, les recommandations, dans le fond, on avait justement le stationnement, la tarification. Présentement, c'est ça, c'est 5 $ pour le stationnement. On sait que c'est toujours à pleine capacité. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est d'exploiter pleinement le potentiel du stationnement. Donc, augmenter le tarif. Si on garde notre stationnement complet à chaque fois, dans ce cas-là, nos revenus vont être augmentés. Et dans le pire des cas, si jamais on perd un peu l'achalandage justement du stationnement, on va quand même être capable d'augmenter nos revenus. Par exemple, si on passe au lieu de 5 $, on passe à 7 $, et que finalement, au lieu d'avoir 1500 stationnements, on en va juste 1200, on va quand même être capable de dépasser les revenus de 7500 $ qui étaient générés par une tarification à 5 $. Pour les employés, on a une petite idée parce que par rapport à ça, c'est bien d'avoir des employés, mais je pense que ça serait mieux encore d'influencer la communauté, comme je l'avais dit tout à l'heure. Pour les employés, ce qui se fait à différents endroits pour le stationnement, c'est demander à des équipes de sport, admettons les équipes de hockey des écoles secondaires de la région de Vancouver. Souvent, ils ont besoin de financement. Ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire, ok, nous on va vous financer, mais par contre, venez faire nos placements au stationnement. Ça demande des employés pour diriger les gens dans le stationnement. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux équipes de hockey, ben, on va vous redonner la contribution, plutôt que de payer des employés, nous on va vous payer vous, ça va vous financer vos projets, puis nous ça nous stimule aussi parce que c'est des choses, c'est pour aider les équipes de hockey de la région. On ne va pas forcément avoir n'importe qui va être là-dedans, puis on s'entend que c'est pas un emploi qui est très difficile, et puis comme ça permet aux équipes d'avoir du financement. Aussi, ça peut stimuler, justement en impliquant les gens de la région qui aiment déjà le hockey, ça peut stimuler un peu leur amour pour le hockey. Il y aurait peut-être plus le goût d'aller voir les matchs. Puis justement, ça peut avoir des retombées sur le nombre de billets vendus. Puis en étant aussi à Vancouver, ce qu'on disait, vraiment en centre urbain assez dense, c'est remarqué en fait, que le stationnement du complexe que vous auriez n'est pas payant lorsqu'il n'y a pas de match de hockey. Peut-être à ce moment-là, le mettre pour dégager plus de profit. Il n'y a pas de place à stationner dans la ville. Certainement, les gens vont être prêts à débourser un coût pour pouvoir stationner tout de moins. Puis à ce moment-là, c'est toutes des options qui peuvent peut-être au moins contribuer à augmenter un peu le revenu, peut-être encore diminuer l'écart qu'on expliquait tantôt entre un autre investissement que dans l'équipe de hockey en fait. Pour ce qui est des billets, dans le fond, pour votre entreprise, les billets, c'est quand même un grand point de différenciation parce que les gens qui sont prêts pour avoir un bon hockey, ils payent moins cher que s'ils iraient voir, par exemple, une game de la LNH. Fait que dans ce cas-là, nous, ce qu'on suggère, c'est de garder quand même un prix plus bas que ce que la LNH offre pour que les gens aient quand même le goût de venir voir du hockey junior. Mais ça serait peut-être d'exploiter un peu plus la tarification à son plein potentiel. Par exemple, offrir des billets de saison. Je ne sais pas si vous en offrez présentement, mais ça serait quand même idéal. Comme ça, les gens y viendraient plus. Peut-être qu'on aurait moins d'argent sur nos revenus de billets, mais en même temps, ça a des retombées. Si au lieu de vendre 10 matchs, les personnes vont voir 20 matchs, ils vont manger plus, ils vont boire plus, ils vont consommer. Donc, les retombées de ces billets-là vont être plus grands, donc nos revenus plus grands, et justement, le projet va être plus rentable à une plus courte échéance. Donc, nous, on va juste pour faire un petit résumé, nous, on pense sincèrement que vous devriez investir dans ce projet parce que, comme on l'a expliqué un petit peu avec ça, oui, vous allez probablement faire un peu moins de rendement que votre 10%
mais par contre, vous allez pouvoir faire quelque chose que vous ne ferez pas avec vos actions. C'est investir dans la communauté, c'est vous impliquer dans quelque chose qui vous plaît. Puis on pense que ça a une valeur. C'est pas quantifiable en argent, mais par contre, ça a vraiment une valeur. Rendu à la retraite, je pense que c'est le moment de faire quelque chose qui vous plaît aussi pour vous. C'est aussi vous stimuler, vous donner envie de vous investir dans un nouveau projet qui est différent que de donner de l'argent à quelqu'un pour le placer. Là, vous voulez, justement, comme on a proposé, mettons, encourager la région, faire participer les gens. Et aussi, on s'entend qu'avoir un stade, ça peut aussi avoir des avantages, comme par exemple pouvoir accéder à chaque match, ou aussi donner une belle image de soi, de s'investir dans la région, ça peut faire de la publicité, etc. pour soi. Puis, merci de nous avoir écoutés. C'est sûr que ce sera ça qui conclut notre présentation. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être des précisions que vous voulez qu'on apporte? Oui, moi j'avais une petite question. En fait, vous avez mentionné qu'on aurait 10% de rendement en 2030. Puis là, selon le petit graphique que vous avez fait au tableau, là, vous indiquez qu'on aurait un peu moins que notre rendement espéré, là, de 10%. Donc, je voulais juste valider là, pour bien comprendre. En fait, ce qu'on a calculé en 2030, c'est vrai qu'on a peut-être fait une conclusion. On a estimé, si on investit aujourd'hui, en quelle année on va rembourser notre achat en fait, de 10 millions. Donc, avec les revenus qu'on va avoir dans les 13 prochaines années, actualisés à aujourd'hui, on met en 2030, on aura remboursé notre investissement de 10 millions. Et on aurait également le 10% de rendement. Ça, non. Non, pas en 2030. Pendant 2030, on n'aurait pas le 10% de rendement. Ça correspondrait à. On ne l'a pas calculé exactement. Ça, c'est mon erreur, c'est mon lapsus annuel. Non, c'est ça. Ce serait pas exactement il faudrait quand même aller le récupérer quand même à ce moment-là, mais au moins, c'est ce que vous voulez vraiment mettre en évidence, c'est que ça serait remboursé. C'est ça, on rembourse l'investissement, mais on serait plus, on a oublié de calculer le chiffre exact, mais de mémoire, c'était aux alentours de 8,5%. Et ça, c'est dans la pire des situations. Donc, si on a des billets de série, si on a des tarifs de stationnement, si nos charges sont moins grandes, on assume que les revenus allaient être supérieurs, donc notre projet est encore plus rentable. Conclusion globale, le projet ne permet pas d'aller chercher mon 10% de rendement. C'est ça, pour le. Oui. Dans le pire des cas. Oui, Dans le pire des cas. Mais comme on disait, on conseille quand même d'investir à ce Je moment-là. suis pas fou des analyses pire des cas. Là. C'est quoi la situation la plus probable? Je vais faire 10% ou. C'est vrai que c'est relativement lié avec les séries. Par exemple, l'engouement, le nombre de personnes qui viennent dans les stades. Il faudrait peut-être faire une étude du marché carrément pour savoir si nous on a fait des estimations pour le nombre de places qu'on va vendre dans l'année. Mais c'est sûr qu'une étude de marché avec une étude marketing, ça serait peut-être pertinent pour savoir le chiffre exact, le chiffre le plus probable. Jouer avec les prix. Que ce soit à la nourriture, au stationnement ou le prix des billets, ça c'est vrai que c'est des choses qui vont rentrer en compte dans le calcul. Puis nous on a dit qu'on n'allait pas augmenter les prix pendant 10 ans. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste de garder un billet à 15$ pendant 10 ans? Souvent il y a tout le temps une augmentation. Mais on sait qu'on veut maintenir un prix beaucoup plus bas que la LNH, mais peut-être que c'est sûr qu'une étude de marché ça serait plus pertinent. Moi, je suis pas fou aussi d'investir dans quelque chose que vous me dites qui est en décroissance. Vous dites que pour les 5 prochaines années, ça va aller de moins en moins bien. Moi, comme investisseur, je cherche quelque chose qui va me chercher, qui est en croissance, qui va me chercher des meilleurs rendements. Pourquoi est-ce que j'investirais dans quelque chose qui va de moins en moins bien? Mais c'est sûr, ça fait comme. Mais je peux laisser peut-être Simon répondre. Encore une fois, c'est de l'événementiel. C'est difficile de toujours. Vraiment, de dire l'engouement, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'elle va atteindre vraiment, en fait, ce que je veux dire, est-ce que ça va avoir une espèce de récession ou encore une augmentation à ce moment-là? Mais on voit quand même qu'il y a un profit qui est dégagé quand même à chaque année. Donc, on sait que vous êtes capable de rembourser votre investissement, mais oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, pour certains, ça va être peut-être plus difficile d'aller chercher le rendement que vous voulez, si on ne se le cache pas. Il faut aussi voir au potentiel, je crois, qu'il y a derrière ça. T'sais, si on stimule un peu plus l'économie qu'il y a autour du hockey, justement, impliquer les jeunes, faire des modifications, moi je crois que ça pourrait augmenter
contrairement à ce qui est fait présentement dans l'industrie pour les stades. Là. Si on stimule un peu et qu'on s'implique, je pense qu'on peut arriver à changer la donne. Moi, j'aimerais ça savoir comment est-ce que je peux m'organiser pour que l'équipe fasse les séries. Parce que là, vous me dites que l'équipe ne fera pas les séries, puis là, ça ne me donne pas un rendement. Comment est-ce que je peux. Qu'est-ce que je pourrais faire comme investisseur pour que mon équipe fasse les séries? Nous, ce qu'on avait imaginé, en fait, on a voulu calculer sans les séries, parce qu'on ne veut pas que vous pariez que votre équipe va se rendre en série, en finale 3 fois durant les 10 prochaines années, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement aléatoire. Oui, on peut voir que des fois, il y a des liens avec la performance, mais ce qu'on propose, nous, c'est que si on change les tarifs, si on fait aussi des abonnements de saison, on imagine qu'il va y avoir plus de monde dans les arénas. Oui, on va baisser le tarif, notre revenu ne va pas augmenter, parce qu'il y aura plus de monde dans les arénas, mais on va vendre un petit peu moins cher, forcément, si on fait des abonnements de saison. Ce qu'on voudrait, c'est que ça soit relativement stable, notre revenu. Par contre, si on augmente le nombre de personnes dans les stades, il va y avoir un engouement autour de ça. Puis, on imagine tous que dans une aréna pleine, notre équipe locale elle va mieux performer, puis elle va être plus poussée. L'autre chose, c'est qu'en investissant aussi, on avait parlé des employés avec les équipes de hockey. Il y a des équipes qui n'existent plus parce qu'ils n'ont pas assez de financement. Là, si vous investissez dans les écoles secondaires, dans les universités, pour les aider en quelque sorte, ben, eux, ils vont avoir le financement nécessaire. Il va y avoir toujours des équipes dans la région, puis on s'entend que les joueurs dans les écoles, c'est aussi vos futurs joueurs, vous, dans votre équipe. Donc si on améliore ça, si on permet d'améliorer le développement des écoles secondaires, des cégeps, ben forcément les joueurs ils vont être de meilleure qualité, il va y avoir une meilleure détection, puis après ça sera des potentiels joueurs dans votre équipe. Mais c'est sûr que ça, on ne va pas le voir d'ici 3-4 ans, on va plus le voir d'ici 5-10 ans, parce que développer un joueur, ça se fait pas, et toute une région, ça se fait à long terme. D'où le fait que c'est le moins d'une compte, parce que comme on dit, c'est un peu plus une barrière qui est aléatoire. À ce moment-là, mais oui, ça serait vraiment la solution qu'on propose pour aller chercher de meilleurs joueurs qui pourraient peut-être nous garantir à ce que ce soit plus probable qu'on se rende en série éliminatoire. Aviez-vous d'autres questions? Merci. Merci. Merci à vous. Excellent journée, bonsoir.